Personnellement, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller dans un parc Disney? C'est ça, la sagesse ou l'intelligence de Disney aussi. Donc ce n'est pas un seul parc, mais c'est toute une industrie qui suit. On se dit qu'aux États-Unis, c'est un peu le vrai Disney, puisque ça vient de là. Les enfants chinois connaissent moins les personnages. Ils connaissent quand même, et puis maintenant il y a Internet. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que des adultes mettent des vêtements pour des enfants? Voilà. Oh, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans Parlons-en. Le 16 juin 2016, le premier parc Disney en Chine continentale a ouvert à Shanghai. Ce parc est le 6e dans le monde et le 3e en Asie, après ceux de Hong Kong et de Tokyo. À quoi doit-on s'attendre avec ce nouveau parc? Nous allons en discuter dans ce numéro de Parlons-en. Et nous accueillons aujourd'hui 3 invités sur notre plateau. Mademoiselle Sarah Font, productrice indépendante et ancienne artiste lyrique. Bonjour. 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 Et Monsieur Wang Kun, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing. Bonjour. Bonjour. Pierre Bourdeau, comédien. Vous avez participé à de nombreux tournages de production cinématographique en Chine. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, notre présentateur invité aujourd'hui, Jonathan Messina, Bonjour. qui va partager avec nous ce sujet. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce que certains d'entre nous ont déjà visité le nouveau parc Disney à Shanghai? Pas encore. Pas encore. À Shanghai, non, mais à Paris, oui, en France. Ouais. On va tout de suite regarder des vidéos et on va voir si cela vous donne envie ou cela vous découragera. Personnellement, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller dans un parc Disney? Pour moi, ce qui m'a vraiment choqué, en fait, pas vraiment choqué, mais qui m'a surpris en arrivant la première fois à Paris, à Disneyland Paris, c'était le côté magique que je retrouve d'ailleurs sur les tournages de temps en temps quand on voit des décors comme ça un peu, voilà, des décors superbes. Quand on arrive dans le Disneyland Paris, on se retrouve à n'importe quel âge. En fait, on a l'impression d'être un enfant parce que c'est superbe, quoi. Des souvenirs d'enfance. Ouais, complètement. Et bon, moi, je crois que c'est surtout la demande des enfants. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'on accompagne les enfants donc, pour y aller, pour découvrir, pour vraiment prendre le temps de les accompagner, vraiment de les voir jouer. Parfois, on n'a pas envie de jouer avec eux, mais il faut les accompagner, quoi. Les garçons ont moins d'envie que les filles. Je sais pas, moi j'ai quand même beaucoup d'amis. La même chose. Oui. Enfin, en ce qui concerne aux garçons, c'est plutôt les jeux, les attractions. Oui. Mais les personnages ou le château, les fées, voilà, le les défilé princesses. des princesses, etc. Donc, Est-ce que vous avez des personnages Disney préférés? oui, à mon âge, à mon époque, c'était Mickey. Donc, on regarde beaucoup les feuilletons, les dessins animés à la télé. C'était Mickey Mouse et c'était très très populaire à mon époque. Malheureusement, il n'y avait pas de parc à l'époque. Mais pour ma fille, ça a complètement changé. Donc là, c'est la Reine des Neiges, c'est Elsa, c'est les beaux habits de la princesse, etc. Donc elle s'est fait même maquiller dans le parc. Donc une fois à Paris. Donc elle s'est beaucoup vantée elle a pris des selfies, elle a envoyé à tout le monde. Donc les personnages changent de génération en génération. Un peu en fonction des dates de sortie des films finalement. Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, Mickey, il n'y a plus de film Mickey aujourd'hui et Mickey reste l'emblème de Walt Disney pour tout le monde. Mais je ne connais que Mickey. Voilà. Même si on ne regarde pas Disney, on connaît Mickey. Mais ça s'adapte aussi avec la nouvelle technologie. Maintenant, Mickey, c'est en 3D. Maintenant, si les enfants regardent... Oui, il y a des émissions oui, des émissions. où vous apprennent l'anglais ou je sais plus quoi. Enfin, il y a des... Oui.
Des émissions comme ça, des émissions Disney. Des dessins animés. Alice dans les... Au pays des merveilles. Moi j'aime bien Jack Sparrow. C'est pour ça. Je suis une fille, mais j'aime bien Jack Sparrow. Je suis une grande fille qui aime Jack Sparrow. Et justement, ce film a eu tellement de succès qu'ils ont décidé d'ouvrir des attractions plus tard. Même à Paris, ils ont rajouté, alors qu'à la base, il n'y en avait pas. Mais si le parc est déjà construit, c'est pas difficile de changer selon ils vont adapter, parce que je crois que c'est une chaîne de production. Donc en amont, il y a la création des personnages, des images, et puis le cinéma va suivre. Donc on va tourner les films. Et ensuite, après la diffusion des films, on va au fur et à mesure adapter en ajoutant des personnages et des lieux d'attraction. Donc adaptés. Donc je crois que cela crée au fur et à mesure des nouveaux visages, nouveaux types de héros, et les enfants de différents âges vont s'adapter progressivement. Donc c'est ça la sagesse ou l'intelligence de Disney aussi. Donc ce n'est pas un seul parc, mais c'est toute une industrie qui suit en fait ce service. C'est une industrie grandissante et vraiment énorme maintenant, même avec justement la franchise de Star Wars qu'ils ont réussi à acquérir. Ça a triplé la taille du monde de Disney. Et après, on revient aussi à la concurrence par rapport aux autres Disneyland en Asie, parce qu'ils agrandissent aussi. À Hong Kong ou à Tokyo en même temps, ils ont les anciens jeux, les anciens programmes, et puis en même temps ils agrandissent. Donc tout le monde ici est déjà allé dans un parc Disney. Est-ce que cela vous donne envie de retourner ou d'aller dans un autre dans le monde? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de différences du coup entre les différents Disney en Asie, celui de Hong Kong, de Tokyo et maintenant de Shanghai. Mais je pense que quand on est allé à celui de Paris, on a quand même envie peut-être d'essayer un Disney en Asie et puis un autre aux États-Unis. Je pense qu'il y a quand même une petite différence. C'est peut-être plus ou moins la même chose, mais voilà. On se dit qu'aux États-Unis, c'est un peu le vrai Disney puisque ça vient de là. Donc on a envie quand même d'aller voir, on est curieux. Pour son authenticité. Exactement. Mais en Asie, ça donne quand même envie de voir justement. Moi, je suis très curieux de voir ce qu'ils ont fait justement pour s'adapter au marché chinois. Qu'est-ce qui est là qu'on n'a pas justement ailleurs dans le monde. C'est ça qui m'attire aussi. Peut-être c'est le spectacle. C'est-à-dire les personnages qui jouent au kung-fu, peut-être. Le parc Disney de Shanghai a mis en vedette des éléments chinois pour se différencier des autres parcs autour du globe. Le traditionnel château de Cendrillon au cœur du parc est surmonté d'une pivoine, un des emblèmes de la Chine. La culture chinoise est également incorporée dans les spectacles, festivals et célébrations, comme par exemple l'acrobatie chinoise. Les éléments chinois sont partout, il vous suffit d'ouvrir les yeux. Dans le jardin des 12 amis, les signes du zodiaque sont représentés sous la forme de personnages de Disney. Les 12 signes astrologiques chinois, tous représentés par un personnage Disney. Les personnages de Disney s'exercent tous les jours au tai chi dans un style Disney, bien sûr. Disney Town s'annonce déjà comme le lieu incontournable pour les visiteurs amateurs de shopping. Sur l'avenue Mickey, il y a plein de boutiques souvenirs où vous pouvez acheter de nombreux cadeaux spéciaux tels que des Mickey habillés en soie chinoise, des tasses et des théières à l'effigie des Mickey. Tout cela rend ce parc d'attractions unique. Je me demande justement s'ils ont adapté les langues, parce que quand j'étais allé à Paris, ce qui m'avait un peu marqué, c'est qu'en fait, le Disneyland de Paris, on l'appelle l'Euro Disney, parce qu'en fait, c'est tous les Européens qui y vont. Donc tout est en anglais, en fait, les chansons et les spectacles sont en anglais. Et je trouvais ça un petit peu dommage peut-être pour les enfants qui comprennent pas encore l'anglais. Mais d'un côté, ça se comprend parce que voilà, c'est beaucoup d'étrangers qui viennent de toute l'Europe. Donc je me demande, est-ce qu'en Chine, les chansons ont été traduites? Est-ce qu'il y aura les versions chinoises? Ou est-ce qu'ils gardent quand même la langue anglaise? Sûrement. Je crois qu'il y a les versions chinoises des chansons, mais je crois que l'anglais est tout de même présent. C'est aussi un argument pour les parents de dire vous pouvez venir à Disneyland, vous allez apprendre l'anglais. C'est ce que j'ai fait avec mes enfants en tout cas. Maintenant, pour les faire parler chinois, je les envoie, je fais regarder des films, des dessins animés. Ça marche mieux que les salles de course, j'ai remarqué. C'est vrai. Sûrement. À 2 mois et demi de l'ouverture de ce parc, les tickets ont été mis en vente sur Internet le 28 mars à minuit, à peu près 5 minutes après la mise en vente. La journée d'inauguration affichait déjà complet. Comment expliquer cet engouement? Oui, parce qu'on en a déjà parlé pendant au moins 2 ans.
Donc l'ouverture d'un nouveau parc d'attractions Disneyland, en fait on a redit beaucoup sur Internet et je crois que les enfants, enfin les parents d'enfants ou les enfants ont beaucoup attendu ce moment, donc c'est vraiment un privilège de pouvoir être là le premier jour. Donc c'est une grande motivation. Et puis on est quand même en Chine, un des pays les plus peuplés de la planète, le pays le plus peuplé d'ailleurs. Donc c'est aussi logique que ça se vende aussi vite. C'est aussi, la situation est légèrement différente parce qu'on a déjà le parc à Hong Kong et puis à Tokyo. Il existait déjà 2 dans la région asiatique et les gens, s'ils ont les moyens de voyager hors de frontières, ils peuvent déjà s'offrir ce genre de voyage. Donc ce public visé est légèrement en dessous, c'est-à-dire qui ne peut pas aller voyager au Japon, par exemple, mais qui veulent aller au Disneyland. Donc, enfin, déjà, c'est le plus grand, le parc le plus neuf, oui. Mieux équipé. Et les attractions, par exemple, l'écran géant virtuel. Il y a par exemple comme des jeux Pirates des Caraïbes, ce qu'on trouve pas. Oui, ça c'est nouveau, qu'on ne trouvera pas ailleurs. Disney cherche à séduire les foules avec des attractions basées sur les superproductions Disney comme Pirates des Caraïbes, Star Wars et Tron. L'innovation et la technologie sont au rendez-vous pour nous faire vivre une expérience totalement immersive. L'attraction phare du parc, le Treasure Cove, est entièrement inspirée par la thématique Pirates des Caraïbes et emmène les visiteurs sous l'eau comme dans les airs avec un parcours plus qu'impressionnant. Mais l'énorme surprise reste bien évidemment l'animatronique de Jack Sparrow. Dans l'une des premières scènes de l'attraction, celui-ci se transforme de squelette puis redevient lui-même en un claquement de doigts. You could guide an expedition. I could use a ship. What has become of my beloved Pearl? Taken. Blackbeard. But the Riggin had come to life. Our own ship turned against us. Captain, I wish to report a mutiny. I can name fingers and point names. Perfect. The Fountain of Youth. What does it require? A mermaid, Jack. Tomorrowland comporte l'attraction Tron Light Cycle Power Run, exclusive au parc et basée sur le film Tron l'héritage. Cette attraction vous plonge dans un univers de science-fiction haut en couleurs fluorescentes. Une montagne russe comme on n'en a jamais vu. Vous conduisez une moto futuriste et foncez à toute allure sur les circuits de l'attraction. Situé dans un petit bâtiment à l'extrémité gauche de Tomorrowland, Star Wars Launch Bay immerge les visiteurs dans le monde futuriste et mondialement connu de la saga Star Wars. Nos enfants, enfin mes enfants en tout cas, ils sont plutôt, ils connaissent beaucoup mieux Jack Sparrow que, que le lion. Le roi lion. Ouais, que le roi lion. Donc, il paraît que c'est le seul qui existe au monde, à part aux États-Unis, en tout cas en Asie. Il y en a à Disneyland Paris, Pirates des Caraïbes. Enfin, je sais pas si c'est la même attraction, mais on se balade dans un décor justement des Pirates des Caraïbes avec un bateau. Oui, avec un bateau, et puis il y a quelques Jack Sparrow, mais de faux Jack. De faux Jack qui sont là, qui font des signes aux enfants, quoi. Et puis dans le château, il y a 13 princesses. Et on peut dîner, manger dans le château, partager un moment assez féerique. C'est comme dans le conte. Pourquoi pas? Et j'ai l'impression qu'en Asie, il y a une vraie frénésie envers tout ce qui est Disney, plus qu'en Europe ou peut-être même aux États-Unis.
On voit aussi beaucoup d'adultes en Chine qui portent des vêtements Minnie ou Mickey, ce qu'on voit un petit peu moins. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que les adultes mettent des vêtements pour les enfants? Voilà. Oh, pardon. Pensez-vous que ce sera le parc le plus rentable de tous les Disneyland? Je crois que dans Disney, il y a quand même une volonté de faire passer un message. Tout le monde doit être heureux et puis avec des valeurs familiales. Mais deux Disneyland en Chine, celui de Hong Kong et de Shanghai, vont-ils être en concurrence? C'est une industrie justement pour créer des rêves pour les grands et les petits. Dans la culture chinoise, il y a aussi beaucoup de choses pour créer des parcs à thème chinois, par exemple avec l'histoire de Sun Wukong. Il va y avoir un jour un Confucius Land. Le chiffre d'affaires de ce parc prévoit 33 milliards de yuan. Est-ce que pensez-vous que ce sera le parc le plus rentable de tous les Disneyland? Je crois que pour la première période, c'est tout à fait possible que le parc chinois devienne le plus rentable de tous les Disneyland à travers le monde. Il y a, je ne sais pas combien, 7 ou 9 dans le monde entier. Mais en tout cas, je crois que ça représente un nouveau marché. Il y a une grande volonté de venir. Et je crois que pour les quelques années, après l'ouverture, ça va être très rentable. Ils ont une situation géographique qui est idéale aussi, parce que Shanghai, ça reste très central finalement par rapport à la Chine, plus que Hong Kong qui... Pour les gens du Nord, ils iraient peut-être moins se rendre à Hong Kong qu'à Shanghai. 3 heures d'avion, c'est loin. Voilà. Et pour les étrangers, il y a aussi des facilitations au niveau des visas. C'est le cas à Pékin, je ne sais pas, à Shanghai, ils ont sûrement la même chose. On peut venir sans visa maintenant en Chine, juste pour quelques jours. Visa transit, en fait. Voilà, donc je pense que pour Shanghai aussi, ça peut être l'occasion. 2 jours en Chine pour Disney. Non, mais pour les personnes qui ne viennent que pour ça, par exemple. 2 jours à Shanghai, 2 jours à Tokyo. Comme on disait, en Asie, il y a une frénésie, donc peut-être les personnes qui habitent dans le sud de l'Asie, il y a beaucoup de Thaïlandais, de Vietnamiens qui adorent Disney aussi. Tout à fait. Même pour les adultes, hein. Moi j'y ai été 2 fois à Paris, je trouvais que c'était sympathique. Ça permet de couper, d'oublier la vie réelle. C'est vrai qu'on oublie complètement quand on est à l'intérieur. C'est pas mal. Ouais. Ben, c'est pour aussi retrouver son enfance. Ouais. Il faut savoir qu'une fois qu'on y va, on y reste en général 2 à 3 jours. Ouais. En moins de 2 jours. J'en ai fait, enfin je fais en général 1 jour, 2 fois 1 jour, mais bon, c'est pas la chose à faire. Mais si on veut voir vraiment, en faire 10 attractions par exemple, il faut rester au moins 2 jours avec le fil d'attente, parce que c'est ils vont. Et quelqu'un a même calculé un peu un voyage de 2 jours pour aller dans un parc Disney, y compris le prix de billets, les repas et les hôtels. Ça coûte à peu près 2000 yuan, plus de 2000 yuan pour un voyage de 2 jours. Vous êtes pour chaque personne. Je crois que pour une personne. Ouais. C'est-à-dire il y a des gens qui sont pleins du prix de ce parc parce que Disney a mis le billet d'entrée à 499 yuan pour la période de pointe contre 370 yuan en période normale. Est-ce que vous trouvez que c'est un prix raisonnable par rapport à d'autres parcs? Je pense qu'il faut de toute façon que les prix soient assez élevés parce que à ce prix-là, de toute façon, il y a beaucoup de gens. Si on mettait un petit cadeau d'entrée à 10 kwai, ce serait invivable. Voilà. Il faut essayer de limiter, peut-être. Alors, le prix, c'est une manière de limiter, mais... Oui, je crois que c'est aussi un jeu que Disney essaye de jouer. C'est un jeu d'exclusivité, c'est-à-dire c'est au-delà de certains niveaux de consommation. On peut accéder à ce genre de service, donc c'est une stratégie de marché. Et puis là, le parc vient d'ouvrir, donc c'est un peu un phénomène. Je pense que tout le monde a envie d'y aller en premier, de mettre des photos sur les réseaux sociaux, de se vanter un peu. Après, ça peut s'essouffler un peu, ce qui est pas plus mal pour les visiteurs. Mais ça peut mettre du temps quand même à s'essouffler. Après, ce qu'il faudrait voir, c'est combien est-ce que ça représente en fait par rapport, qu'est-ce que ça représente par rapport au salaire moyen des gens qui y vont. C'est vrai que ce serait dommage que ce soit trop cher parce que ce serait un peu élitiste et puis c'est un peu injuste pour ceux qui gagnent moins. Peut-être que ce serait bien de mettre des prix un peu plus élevés alors à ce moment-là à l'ouverture et puis quelques mois après ou la deuxième année baisser un peu les prix. Faire du Disney social. Je pense que ça n'arrive pas. Pour le parc de Hong Kong, ils ont même augmenté le prix. Oh, d'accord. Étant le premier parc Disney en Chine continentale, Shanghai a beaucoup d'avantages. Alors pour ce parc Disney, quels seront les différents types de clients, de visiteurs potentiels?
forcément, quand on a les enfants, on ne peut pas laisser les enfants à la maison et venir tout seul. Donc, c'est le modèle de consommation, c'est la famille. Donc, on est en moins 2 ou 3 personnes pour rentrer. Et puis la consommation à l'intérieur, acheter des souvenirs, l'hôtel, n'est-ce pas? Donc on reste souvent la nuit pour regarder les feux d'artifice. Pour les grands et les petits. Oui, tant qu'à faire. Donc c'est un modèle typique de tourisme pour les familles. Voilà. Et Shanghai avait beaucoup d'atouts pour recevoir Disney, mais Disney va aussi apporter beaucoup de choses à Shanghai, puisque ça crée énormément d'emplois, ça va développer le tourisme. Et les Shanghaïens ont beaucoup de chance parce que pour encourager les gens à se rendre à Disney, ils sont en train de déplacer toutes les industries aussi qu'il y avait dans la région, toutes les industries un peu polluantes. Et du coup, ils espèrent qu'il y aura toujours un beau ciel bleu au-dessus de Disney et que ça conservera un peu l'image féerique. Donc désormais 2 Disneyland en Chine, celui de Hong Kong et de Shanghai. Vont-ils être en concurrence? Je pense pas qu'il y ait des gens... À moins vraiment d'être un fan de Disney ou pas, mais si par exemple j'habitais à Hong Kong et que je voulais aller à Disney, j'irais à Hong Kong. Je ne voudrais pas faire le voyage jusqu'à Shanghai pour aller à Disney, parce que dans l'esprit des gens, c'est à peu près tout est pareil, quoi. Que ce soit à Shanghai ou à Hong Kong, il n'y a pas beaucoup de différence. Et en plus, il y a même plus de 1000 km de distance, donc c'est à 2 populations, de clientèles différentes, je crois. Le marché des parcs d'attractions en Chine, en fait, a un énorme potentiel. En plus des parcs Disneyland, il y a d'autres parcs à thème chinois. Oui, effectivement. Le grand groupe Wanda prévoit d'offrir 15 sites d'ici 2020 et 5 à l'étranger. Comment vous voyez la concurrence entre le géant américain et le groupe chinois? Je crois que c'est normal de voir l'arrivée d'un parc d'attractions. Il existait déjà d'autres parcs d'attractions en Chine, mais qui sont moins connus que Disneyland. Alors, une fois installé en Chine, forcément, Disneyland va rencontrer des concurrences, des grands investisseurs financiers chinois. C'est pas du tout étonnant, mais le problème, la question à se poser, c'est de savoir est-ce qu'ils seront à niveau, c'est-à-dire que la même attraction que représente le Disneyland. Est-ce que les Chinois peuvent reproduire ce genre de choses et l'influence ou l'impact que cela aura dans le monde? C'est-à-dire que si on ouvre un parc d'attractions chinois quelque part ailleurs dans le monde, est-ce que ça va vraiment attirer les gens? Donc c'est ça la question à se poser. Et puis Disney, ils ont déjà une base qui est là depuis plusieurs décennies maintenant, qui est connue dans le monde entier. Il y a un attrait qui est du fait que Disney est très connu. Je pense que c'est très dur de concurrencer ça. Et je vois en France, par exemple, il y avait eu l'histoire avec Disneyland et puis peu après le parc Astérix qui a ouvert. Alors moi, je vois ça du point de vue d'un consommateur, donc je suis pas vraiment dans le milieu, mais je ne voyais pas vraiment la concurrence entre les deux. Je me disais, de toute façon, j'irai à Disneyland et j'irai au parc Astérix pour voir la différence. Ce sont différents sujets. Puis Disney, on va pour Disney. Voilà. Donc c'est dur de concurrencer ça. Ils sont sur 2 créneaux différents, effectivement, donc peut-être que pour les autres parcs, il faudrait trouver d'autres thèmes, des parcs aquatiques. Et puis Disney a aussi maintenant la franchise Star Wars, donc c'est encore une fanbase en plus. Si on veut aller voir, moi c'est ce que mon fils a envie de voir d'ailleurs, il a vu des photos que certains amis ont postées dans leur moment. Et quand il a vu ça, il a dit qu'il voulait aller à Disney aussi, donc on ira, mais pas pour Mickey, ce sera pour Dark Vador. Et justement, vous qui êtes des jeunes parents, alors est-ce que vous pensez que Disney est toujours aussi... Est-ce que c'est le même phénomène que lorsque nous étions enfants? Ou est-ce que ça se perd surtout en Chine où il y a de plus en plus de dessins animés chinois qui apparaissent? Qu'est-ce que, dans votre expérience? Les enfants chinois connaissent moins les personnages. Mais ils connaissent quand même, et puis maintenant il y a Internet, tous les médias, et puis pour moi de voir les sourires dans les yeux des enfants, cette satisfaction, ça vient au fond du cœur, quoi. C'est sincère, c'est très vrai, et puis ça fait plaisir pour les parents. Bon, on le fait pas tous les jours, mais on peut attendre, on peut le faire. Et en plus, on le sent, ils sont très présents, ils sont dans les cinémas, et les enfants aujourd'hui vont au cinéma plus que notre époque, n'est-ce pas? Quand on est enfant, on regarde plus les dessins animés, feuilletons télé, etc. Mais aujourd'hui, les enfants vont beaucoup au cinéma avec les parents pour voir les nouveaux films de Disney, justement. Donc, ils sortent périodiquement, vont bien choisir les moments clés, les grandes vacances, les Noël, donc les périodes où les enfants ont le temps libre pour aller au cinéma. Donc maintenant, ils ont quand même beaucoup d'influence aussi. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, puisqu'on a eu des réactions sur Internet de parents qui trouvaient ça justement dommage d'avoir
un parc occidental, alors que finalement dans la culture chinoise, il y a aussi beaucoup de choses pour créer des parcs à thème chinois, par exemple avec l'histoire de Sun Wukong. Oui, il ne faut pas oublier que c'est une industrie. C'est une industrie où on doit fabriquer ce genre d'image et avoir suffisamment d'influence dans les médias pour pouvoir avoir ce genre de parc à thème. Sinon, on peut ouvrir bien sûr les parcs à Sun Wukong, mais je ne suis pas sûr que les enfants viendront. Puis il faut voir quel message passe à travers de ça aussi. Je crois que dans Disney, il y a quand même une volonté de faire passer un message. Tout le monde doit être heureux, et puis avec des valeurs familiales, des valeurs qui sont vraiment très présentes. Après, c'est quelque chose que je retrouve pas vraiment dans les dessins animés chinois. Alors peut-être parce que je suis pas chinois mais je me rends compte qu'il y a pas mal par exemple en ce moment, des dessins animés qui passent avec des propagandes très. Il y a des dessins animés maintenant où on voit les Chinois faire la guerre avec les Japonais et tout. Donc tout de suite, on arrose les enfants avec ce genre de trucs. Je pense que c'est pas vraiment le happy de Disney. Moi, quitte à choisir, j'ai même poussé mon fils à regarder des dessins animés de Disney parce que ça m'avait apporté beaucoup quand j'étais petit, de regarder ces dessins animés-là. Ça laisse des marques très profondes et j'avais envie que mon fils vive ça aussi. Donc il a vu les dessins animés que j'ai vus quand j'étais petit, les Bambi, les Blanche-Neige, Robin des Bois, etc. Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir justement que c'est intemporel, que les enfants, ils n'ont pas besoin de super effets spéciaux, etc. Même des dessins animés qui ont maintenant 50, 60 ans, ils les regardent avec le même enthousiasme. Ça fait plaisir à voir. Un des parcs d'attractions qu'un dessin animé, c'est deux sujets différents. Puis c'est aussi un savoir-faire, c'est un business, un réel business de montrer, de monter un parc de telle dimension. Disneyland, ils ont des expériences depuis des décennies, comme tu l'avais dit. Donc ça paraît normal, mais on va arriver. Il va y avoir un jour un Confucius Land. Ça serait bien. Et en plus, c'est pour le public de tout âge. C'est ça qui est aussi magique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense souvent à un parc, souvent c'est pour les enfants, mais les parents, quand ils viennent, ils retrouvent un peu leur enfance aussi. Donc, ils trouvent quelque chose là-dedans aussi. Donc, c'est une attraction pas uniquement pour le public de certaines tranches d'âge, mais un peu pour tout le monde. Donc pour ce faire, c'est pas facile. Donc il faut des générations et des générations de travail pour pouvoir donc fidéliser un public aussi grand. Justement, en France, vous disiez donc qu'il y a un parc Disney, mais il y a aussi un parc Astérix qui fonctionne d'ailleurs très bien, voire peut-être même mieux. Ouais, moi j'ai fait les deux et j'ai trouvé que les deux avaient une atmosphère qui était différente, mais on s'amuse aussi bien et je me verrais pas choisir justement entre l'un ou l'autre parce que je trouve que c'est vraiment deux expériences différentes. C'est un autre sujet. Puis comme en Belgique, on a aussi le Paradisa. C'est dans la région de Namur, je crois, ou un peu plus loin. Donc là, c'est plutôt des animaux. Puis on a un panda. C'est une industrie, justement, pour créer des rêves pour les grands et les petits. Merci à nos trois invités. Et Merci. donc, si on veut en conclure quelque chose, donc il y a des inquiets, il y a des optimistes. Mais au final, Disney a l'air de bien se porter et je pense que son avenir sera assez brillant en Chine. Voilà, on espère que cette émission vous a plu. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci, à la prochaine.